Antoine Léaumont, vous êtes député insoumis de l'Essonne. Quand Madame Adizadeh dit ça, en fait, finalement, elle essaye de trouver 15 milliards d'euros dans la poche des riches, comme vous. Non, il faudra en trouver plus. Je rappelle que l'année dernière, l'année dernière, on avait voté sur le budget, on avait ramassé 60 milliards dans les poches des riches. Mais tout le monde l'oublie. Vous les aviez pas ramassés, vous aviez voté. Parce qu'ensuite, il y avait eu un 49-3. Mais l'année dernière, nous avions fait... Vous les aviez ramassés, ils étaient pas encore dans la poche de l'État. Non, on avait... Ça avait été voté. Bien sûr, mais ça a été voté. Vous voyez, quand on laisse faire l'Assemblée nationale, quand on ne fait pas des 49-3, l'Assemblée nationale est tout à fait capable de trouver de l'argent. Là, il n'y a pas de 49-3. Parce qu'il y en a énormément. Ça tombe bien. Là, le problème qu'il y a cette année, c'est que, effectivement, pour éviter ce 49-3, le gouvernement de M. Lecornu est en train de passer une forme d'accord un peu étrange et qui se négocie, j'ai l'impression, jour après jour, avec le Parti socialiste. C'est mal de négocier ? Comment ? Je comprends pas, c'est mal de négocier. Non, c'est pas mal de négocier, c'est juste dommage de négocier avec des gens qui veulent de toute façon à la fin faire les poches des Français. Quand on entend par exemple que pour faire la prétendue suspension, c'est pas une suspension, hein, c'est un décalage dans le temps de la réforme des retraites, eh bien ensuite vous êtes derrière, avec Macron pour il y a des... oui, c'est vrai, c'est un décalage dans le temps. Ça concerne la génération 1964 qui gagne éventuellement en 3 mois. Et encore, ça prend pas en compte les carrières longues. Donc, c'est-à-dire, au final, c'est un coût de 100 millions d'euros, c'est rien du tout. C'est vraiment faire semblant qu'on fait quelque chose. 100 millions cette année. 100 millions cette année, mais ça sera l'année prochaine. Vous inquiétez. Allons-y. Non, l'année prochaine, ça sera. Bon, passons sur ça, mais je pense qu'on peut aussi aller vers une élection présidentielle anticipée parce que je vois pas comment on sort de cette situation. Mais en tout cas, sur le sujet, le Parti socialiste négocie des choses. On peut prendre par exemple cette taxe Zuckman Light. On peut peut-être en parler de ce qu'il y a à l'intérieur de cette taxe Zuckman. C'est quoi le principe de la taxe Zuckman ? C'est de dire que les plus riches de notre pays doivent payer au moins 2% d'impôts au prorata de leur patrimoine. Ça veut dire que s'ils payent déjà, par exemple, 1,7% de leur patrimoine en impôts, on augmente de 0,3. C'est une mesure de justice fiscale. D'accord, mais ça là, c'est mort. Ce que propose le Parti socialiste, c'est quand même une arnaque. Parce que ce qu'il dit, c'est que si jamais vous détenez 50% de votre entreprise, alors du coup, c'est une entreprise familiale et vous n'êtes pas soumis à la taxe Zuckman. Pardon, mais du coup, ça fait de l'entreprise de Monsieur Bolloré une entreprise familiale. Ça fait de l'entreprise LVMH potentiellement une entreprise familiale puisque aujourd'hui, Monsieur Bernard Arnault détient 48,2% de son entreprise. Il a plus qu'à racheter 1,8 et c'est bon, ça devient une entreprise familiale. Donc c'est une blague, c'est une plaisanterie. Alors, Dario Borgogno est avec nous derrière moi dans la rédaction. Justement, il va nous expliquer en quoi consiste cette supposée taxe Zuckman Light. Dario. Effectivement, les socialistes, ils tiennent à leur taxe Zuckman, donc ils ont déposé cet amendement IMTHP qui veut dire impôt minimum sur les très hauts patrimoines. En quoi ça consiste ? Si la taxe Zuckman devait taxer les contribuables ayant au moins 100 millions d'euros de patrimoine, cet amendement taxera ceux qui ont au moins 10 millions d'euros. Une taxe à hauteur de 3% contre 2% pour la taxe Zuckman. 3% diminué du total des impôts et contributions déjà acquittés. Pensez par exemple à la taxe foncière. Ça devrait concerner en tout 51 300 foyers fiscaux. C'est beaucoup plus que les 1800 foyers fiscaux de la taxe Zuckman. Et pourtant, regardez, la taxe Zuckman, elle aurait rapporté, selon ses défenseurs, entre 15 et 25 milliards d'euros, alors que cet amendement rapportera entre 5 et 7 milliards d'euros selon les socialistes. Pourquoi ? Eh bien, ça s'explique avec les spécificités de cet amendement. Certes, ça inclut les biens professionnels, mais ça exonère les entreprises familiales et dites innovantes. Innovantes, on peut penser par exemple à Mistral, le géant français de l'intelligence artificielle. Pour les entreprises familiales, les membres du foyer fiscal devront posséder entre 51% des titres et 51% des droits de vote de l'entreprise afin d'être exonérés. En fait, ces exonérations, c'est presque un premier pas du côté des socialistes vers un compromis avec le gouvernement pour essayer d'obtenir une taxe Zuckman alternative. Alors, il y en a un qui est assez d'accord avec Antoine Léaumont, c'est assez logique, puisque c'est le promoteur de la taxe Zuckman. C'est Gabriel Zuckman lui-même. Écoutez son argument. Lui, il préfère un vrai Zuckman qu'un Zuckman light. La limitation, c'est que quand on introduit des exonérations, des échappatoires, c'est prendre le risque de lancer la machine à optimisation. Les personnes très fortunées, vous savez, elles sont bien conseillées. Et donc, elles risquent de trouver, d'exploiter ces échappatoires pour échapper à l'impôt. À l'inverse, si on veut maximiser le rendement budgétaire, ce qui est important, c'est d'avoir un dispositif sans échappatoire possible. C'est ça qui est gage de justice et c'est ça qui est gage d'efficacité. Aïda Adizadeh, votre taxe permettrait trop facilement aux très grandes fortunes, finalement, de s'organiser, parce qu'on sait qu'ils ont des avocats fiscalistes, pour échapper à l'imposition. Qu'est-ce que vous répondez ?
Alors je crois que toute taxe qui va chercher de l'argent dans la poche des plus riches donne lieu à des contournements et à de l'optimisation fiscale. C'est ce qu'ils savent faire et ils ont des armées d'avocats fiscalistes pour leur permettre de faire ça. Donc si on prend cet argument, je pense qu'il ne tient même pas non plus pour la taxe Zucman. Mais je voudrais revenir sur une chose, sur deux choses même. Monsieur Léaumont dit, mais regardez, l'année dernière, on a réussi à créer 60 milliards de recettes en plus, et il y avait un 49.3, on a réussi à le faire. Oui, il y avait un 49.3, mais l'Assemblée était déserte. Déserte, enfin nous on était là, LFI était là, le PS était là, la gauche était présente, mais qui avait déserté l'Assemblée? Le bloc central, la droite et une partie du RN aussi. Là, 149.3, tout le monde est présent. Et regardons le rapport de force. Le rapport de force, je suis désolée de le dire, il n'est pas tout à fait en faveur de la création de 60 milliards d'euros de recettes. Le jour où on aura 289 députés de gauche, on pourra faire la taxe Zucman plus. La deuxième chose, parce que ça, ce n'est jamais dit et ce n'est jamais suffisamment dénoncé. Enfin, dénoncé ou mis à nu, pardon. Je vais employer ce terme-là. Monsieur Léaumont dit, il n'y a qu'une démission, il n'y a qu'une démission au départ du président de la République qui pourra changer ça. Très bien. Prenons le scénario idéal de la France insoumise de monsieur Léaumont et c'est celui aussi que défendait madame Panot. Le président démissionne, Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir parce que c'est ce que veulent les insoumis. Jean-Luc Mélenchon, il a cette chambre-là. Avec qui il passe des compromis pour rester au pouvoir, pour faire passer son programme. À partir du moment où il sera président, il aura nommé ou formé son gouvernement, il ne pourra absolument pas faire avec cette chambre-là tout le programme, rien que le programme. Ceci est purement et simplement un mensonge et je pense qu'il faut quand même dire la vérité aux Français. Jean-Luc Mélenchon, président, devra faire des compromis avec qui? Avec les macronistes. Donc je suis aussi contente d'avoir entendu Antoine Léaumont dire que négocier n'était pas un mot sale. Il faut partir de la réalité, du rapport de force. Nous, quand nous négocions avec le gouvernement, nous sommes quelque part dans une position de force pour imposer une inflexion de la politique macroniste qui a vidé les caisses de l'État depuis 7 ans. Antoine Léaumont, quand Madame dit il n'y a pas de majorité en ce moment à l'Assemblée nationale, ne serait-ce que pour voter une taxe Zucman, donc encore moins pour voter le montant d'imposition dont vous parlez. Qu'est-ce que vous répondez? C'est la représentation des Français. Les Français ont élu cette Assemblée, elle est légitime. Non, c'est vrai, l'Assemblée est légitime, précisément. Il y a un sujet qui est posé. Je vais répondre ensuite sur ce sujet spécifique. Mais je veux dire, vous avez dit, le jour où on aura 289 députés de gauche, on pourra faire la taxe Zucman. Pardon, mais la dernière fois qu'il y avait une majorité de députés PS, c'était pour faire le CICE, c'est-à-dire 20 milliards d'euros de cadeaux au grand patronat. Alors, ça dépend. C'est pas ça la question. Ouais, ok, d'accord, mais enfin bon, si vous voulez, les gens, ils ont un mot. Aujourd'hui, avec la majorité ou l'absence de comment majorité, on fait voter une taxe Zucman dont la majorité des... du NFP, que les socialistes ne sont pas d'accord avec vous, et vous n'êtes encore moins d'accord avec les socialistes, alors, et ça a été dit clairement, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le pouvoir d'imposer de façon démocratique une taxe, alors que tous les autres n'en veulent pas. Alors, je vous dis qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière, peut-être. C'est le Rassemblement National. L'année dernière, ils étaient favorables à la taxe Zucman. Cette année, ils sont contre la taxe Zucman. Eh ben oui, mais c'est peut-être sur ça qu'il faut s'interroger. C'est que le Rassemblement national. Pas de nous interroger. C'est que le Rassemblement national. On aurait pu le faire voter l'année dernière si on avait été nommé. Mais je trouve que il faut quand même rappeler ce qui se passe. C'est que le Rassemblement national est dans une stratégie de conquête de l'électorat macroniste. De vous entendre dire que vraiment, là, vous ne pouvez plus le faire à cause du Rassemblement national. Je suis en train de vous dire. Ce qui veut dire que vous auriez pu grâce au Rassemblement. Mais non, je suis en train de vous dire ce qui a changé. Je suis pas en train de vous dire que c'est possible de faire la taxe Zucman cette année. Raison pour laquelle ce que nous demandons, nous, c'est une élection présidentielle anticipée. Je vais venir sur le fond. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Si on dissout l'Assemblée nationale maintenant et qu'on se retrouve avec la même Assemblée nationale et que le même rapport de force et que monsieur Macron se retrouve dans une situation où il est sous pression puisque l'Assemblée nationale, il y a toujours ce blocage politique. Eh bien, on ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale même s'il démissionne. Or, l'inverse n'est pas vrai. S'il y a une démission du président de la République, mais comment vous faites pour démissionner? Sauf que ça dépend pas de vous. Moi, je veux plein de trucs que je peux pas avoir. Je réponds à la question qui m'était posée. Je réponds à la question qui m'était posée parce que si Jean-Luc Mélenchon arrivait au pouvoir en admettant qu'il y a une élection présidentielle, non, il n'y a pas, il a perdu l'élection. Eh bien, on peut dissoudre à ce moment-là l'Assemblée nationale. On n'est pas obligé de faire. Alors chacun son tour. Philippe n'a pas encore parlé. J'essayais de répondre aux questions. Comment vous faites dans votre calendrier électoral pour un budget en 2026? C'est pas sérieux. Un budget en 2026, il faut quand même l'adopter. Oui, tout à fait. L'année dernière, je vous signale, ça a coûté 0,3% du PIB d'avoir un budget qui a été voté en février. Dans votre calendrier électoral, on y est en avril. Donc, tous les économistes disent, enfin en tout cas toutes les stats disent que c'est une perte d'un demi-point de croissance. Comment vous faites pour avoir un budget là, alors qu'il reste très peu de temps? Si on revient sur l'année dernière, je rappelle quand même... allons-y.
Est-ce que cette année, d'accord, mais c'est un peu compliqué si on rappelle pas que M. Macron n'a pas respecté le résultat des élections la dernière fois. Mais enfin bon, vous l'avez dit. Sur cette année, c'est assez simple. On peut faire une loi spéciale, c'est-à-dire qu'on prolonge le budget de l'année précédente. Avec quelle assemblée? Celui que vous avez décidé. Avec quelle assemblée avec. Mais oui, mais le budget de l'année contre lequel vous avez voté. Le budget. Là, vous dites que le nirvana, c'est de. Non, je vous dis pas que c'est le nirvana. Vous embrouillez contre laquelle vous. Je comprends pas pourquoi vous embrouillez tout. Le budget de l'année dernière est moins pire que celui de cette année qui nous est proposé. Là, il propose d'aller taxer les cancéreux. Enfin, c'est là où on en est. Hein. Taxer les cancéreux. C'est ça. Les affections de longue durée, 850 €. C'est pas bien là. C'est pas bien. On peut pas dire tout et n'importe quoi. Si, c'est exactement ça qui se passe. Non, mais je comprends, Madame Saint-Cric, que vous défendiez le budget parce que vous voulez défendre la position des socialistes. Non. Moi, je défends pas la position des socialistes. C'est pas qu'on va avoir couché avec les Allemands. Alors, moi, je vous demande encore, comme M. Mélenchon m'a traité de socialiste plusieurs fois. Non, mais moi, je vous ai pas traité de socialiste. J'ai dit que vous défendiez la position des socialistes. Je vous demande cette fois-ci. Je ne parle pas du passé. En quoi les progrès que la gauche ou les socialistes peuvent faire en allant dans une position contre le socle commun régulièrement, en obtenant un peu plus de taxation, un peu plus de taxation des grandes entreprises, un peu plus de taxation des patrimoines, en quoi c'est pas mieux que si c'était pire? Comme vous venez de le dire. Vous devriez... Est-ce qu'il y a une majorité pour le voter? C'est ce qu'ils vont essayer de faire. C'est quoi la majorité? C'est sur la suspension. Non, mais dites-moi, j'aimerais qu'on on va la stratégie à la fin. On va demander. Parce que si je comprends bien, il y a des accords qui sont faits avec les macronistes, mais quand vous faites des accords avec les macronistes, les LR sont pas d'accord avec vous. Donc vous comptez avoir quoi? On va demander. Aïda Hadizadeh, est-ce que vous comptez qu'à la fin, la suspension de la réforme des retraites que vous avez obtenue de la bouche du Premier ministre soit votée par l'Assemblée? Parce qu'il va bien falloir voter, non pas l'amendement, mais l'article, même s'il y a la lettre. Oui, de toute façon, je pense que tous ceux qui sont opposés à la réforme des retraites telle qu'elle est rédigée à l'heure actuelle vont voter la suspension. Mais c'est intéressant là ce qui vient d'être dit sur est-ce qu'on a une majorité. On a fait la démonstration cet après-midi sur un amendement du gouvernement posé à la dernière minute que justement parce qu'on a des négociations exigeantes et poussées avec le bloc macroniste, on arrive à faire en sorte d'avoir une majorité pour créer quelque chose qui est moins pire que 6 milliards au lieu de 8 milliards, donc c'est pas rien, et qui a été voté par LFI. C'est en ayant ce canal de négociation avec le gouvernement et le bloc central qu'on peut les amener à revenir un peu sur leur politique qui est, épargner les grandes entreprises, même celles qui font beaucoup de profits, et épargner les plus grandes fortunes. Ça veut dire... Donc moi je suis contente qu'on ait ces négociations. Je suis quand même très... ça veut dire vous comptez sur nous à la fin pour voter pour le budget? À chaque fois on s'alise. Pardon, Monsieur Léaumont, c'est un petit peu difficile parce que je suis en duplex et vous sur le plateau. Du coup, voilà, c'est un petit peu en différé. Je pense que pour les téléspectateurs, si vous me laissez terminer pour réagir à ce que je dis, ça se passera mieux pour tout le monde. Je vous en prie, allez-y. Donc voilà, ce qu'on veut, nous, c'est un budget plus juste pour la France. On sait qu'on n'a pas la majorité pour faire un budget de gauche. Nous sommes dans l'opposition. On essaye d'arracher des concessions à un gouvernement macroniste. Ça fait 7 ans qu'eux, ils sont arrimés à leur dogme. On y arrive un petit peu, pas autant qu'on voudrait, mais on préfère ça à lancer une pièce en l'air et dire démission, destitution. Et comme l'a dit Clémence Guettet quand j'étais en plateau avec elle sur une autre chaîne, mais vous savez qu'en démocratie, on ne sait pas qui gagne. Et c'est exactement pour ça que nous, on part du réel, des rapports de force actuels à l'Assemblée, et on essaye de se battre pour améliorer le quotidien des Français dès à présent, sans dire il y aura une élection, puis on verra bien qui sort gagnant. Merci infiniment à Aïda Hadizadeh d'avoir accepté ce duplex. Ce n'est jamais facile. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit le budget de l'année dernière, finalement, il était moins pire, en mauvais français. Pourquoi là? Ce que vous dit, madame, c'est qu'on va essayer d'obtenir le budget le moins mauvais possible. Qu'est-ce qui vous va... Il y a un problème, je ne sais pas si tout le monde a relevé le problème, mais du coup, l'amendement du gouvernement, là, il a été voté effectivement par une majorité qui est plutôt à gauche, à l'intérieur de l'hémicycle. Vous pensez vraiment que nous, on va voter le budget à la fin? Moi, je vote pas ce budget. Il est mauvais, ce budget. Peut-être que ceux qui n'ont pas voté cet amendement le voteront. Donc, il n'y a pas de majorité. On revient au même problème. D'ailleurs, c'est ce qui a été démontré en commission, puisque ce budget a été battu. Les seuls à l'avoir voté, c'était le groupe EPR, le groupe de Gabriel Attal. C'est les seuls à avoir voté pour. Il n'y avait personne qui était d'accord avec le budget. Ça, on verra à la fin. Vous avez peut-être raison, mais pas forcément. Dernière question de coulisses politiques, Mathilde. On a le sentiment, j'ai lu ce matin, je voulais avoir votre avis, que là, ça se joue vraiment. Alors, ça va alimenter ce que disent les insoumis de négociations serrées entre le gouvernement et le PS. On a même l'impression que c'est pas des nouvelles négociations entre le gouvernement et le PS, mais que ça se joue entre Olivier Faure et Sébastien Lecornu, qu'ils négocient tous les deux le budget de la France.
Alors oui, les contacts entre Olivier Faure et Sébastien Lecornu, ou même entre Boris Vallaud et Sébastien Lecornu, sont très fréquents. C'est-à-dire que là, on a un Premier ministre qui, clairement, passe son temps, consacre énormément de son agenda à ce budget et à la bataille parlementaire. Même quand il n'est pas au banc, parce qu'il n'est pas toujours dans l'hémicycle, il faut savoir que les contacts sont permanents et qu'il y a vraiment une volonté qui est partagée, et je pense que ça, c'est assez nouveau, entre effectivement le gouvernement et le Parti socialiste, les députés du Parti socialiste, de trouver des voies de passage. Et ça, je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, en dépit des déclarations qu'on a pu voir sur « attention, on peut censurer, on peut déposer une motion de censure si jamais il n'y avait pas de taxe Zuckman ou toutes les propositions qu'on met sur la table ». Je pense que ça, c'est vraiment des postures de négociation pour obtenir davantage, mais que vraiment, c'est une discussion très, très, très serrée qui est entre le gouvernement et les protagonistes parlementaires du socle commun, plus du Parti socialiste, et que finalement, il y a un momentum, une ambiance de travail qui existe. On est très en retard, en 15 secondes, Antoine Léaumont. Est-ce que c'est une rupture, cette négociation, le fait qu'il n'ait pas voté la censure? Est-ce que pour vous, c'est une rupture définitive entre les Insoumis et les socialistes? C'est une rupture de leur point de vue. Moi, j'ai pas de rupture avec des militants socialistes de l'Essonne avec qui je parle régulièrement et qui comprennent pas bien ce qu'est en train de faire leur direction. Moi, par contre, avec Olivier Faure et Philippe Brun, ça devient un petit peu compliqué de discuter, vu qu'on comprend pas ce qu'ils veulent. Et ils discutent pas avec nous. Ils discutent. Mais non, mais ils discutent pas avec nous. Ils discutent avec le gouvernement. Il est 19h02. Tout à fait notre logique. 19h, vous savez à quelle heure il est théoriquement? À 19h. Merci infiniment, Antoine Léaumont, d'avoir quitté l'Assemblée pour être venu nous voir.